L'Escalade noire s'est arrêtée au coin des rues Fulton et 9e. Reese Calder n'était pas censé être là. Son chauffeur avait pris une mauvaise sortie sur l'autoroute. Il traversait un quartier qui sentait le béton humide et la graisse brûlée. Reese était sur le point de dire quelque chose sur ce retard quand il les a vus. 4 enfants sur un trottoir gelé. Un homme avec une veste grise du comté traînait la plus âgée des filles vers une camionnette blanche. Elle ne criait pas. Sa mâchoire était verrouillée. Ses dents étaient si serrées que les muscles de son cou ressortaient comme des câbles. Sa main libre se tendait vers les 3 enfants derrière elle, ses doigts agrippant l'air froid. Le garçon le plus âgé a poussé l'homme violemment. L'homme a trébuché, s'est rattrapé et a donné un revers de la main au garçon en pleine bouche. Le son a traversé la vitre fermée, un claquement sec et humide. Le garçon est tombé par terre, du sang sur la lèvre. Il s'est relevé immédiatement, n'a pas touché son visage. Il s'est juste replacé entre l'homme et ses frères et ses sœurs, les poings serrés. Âgé de 14 ans, il avait la posture de quelqu'un qui avait décidé il y a longtemps de rester debout jusqu'à ce que ses jambes le lâchent. Derrière lui, un garçon de 8 ans serrait un lapin en peluche. Ses épaules étaient remontées, comme s'il essayait de disparaître. Et la plus petite, une fille de pas plus de 3 ans, agrippait la veste de son frère à 2 poings. Sa bouche était ouverte, mais rien ne sortait. Comme si quelqu'un avait plongé la main dans sa gorge et lui avait volé sa voix. La main de Reese était sur la poignée de la portière avant même qu'il ne s'en rende compte. Patron, a dit Sully, nous avons 14 minutes de retard. Reese était déjà sur le trottoir. L'homme a levé les yeux. Keith Drummond, des services de protection de l'enfance. Le genre d'homme qui sourit quand il ne devrait pas. Il souriait maintenant. Je peux vous aider? Lâchez son bras. Quelque chose dans la voix de Reese a changé l'atmosphère. Drummond l'a regardé. Il a vraiment regardé le manteau qui coûtait plus que son salaire mensuel. Il a regardé l'escalade et l'homme de la taille d'un réfrigérateur qui se tenait à côté. Il a regardé les yeux de Reese, gris et vides de toute patience. Sa main s'est desserrée. La fille s'est libérée. Drummond a redressé sa veste. Vous venez d'interférer avec une action de garde de l'État. Je pourrais vous faire arrêter. Vous pourriez essayer. Silence. Que voulez-vous? A demandé Drummond. Combien? Toutes les 4. Drummond a annoncé un chiffre. Un chiffre obscène suffisant pour acheter une voiture. Suffisant pour savoir qu'il avait déjà fait ça. Il savait exactement ce que valaient les enfants quand personne d'important ne regardait. Reese n'a pas scellé. Sully l'enveloppe. Drummond a compté les billets avec des doigts experts. Comme un homme qui a l'habitude de compter de l'argent sale, il a glissé l'enveloppe dans sa veste. Les enfants sont à vous. Il a dit ça comme on dit que les poubelles sont sur le trottoir. Puis il est parti sans se retourner. Le garçon le plus âgé l'a regardé partir. Puis il a regardé Reese avec des yeux qui ne montraient aucune gratitude. Seulement le calcul froid d'un enfant qui se demande quel adulte le blessera ensuite. On ne va avec personne, a-t-il dit. Ni lui, ni vous. Reese s'est accroupi à la hauteur de la plus petite fille. De près, son visage était vide. Ses yeux regardaient au-delà de lui, au-delà de tout, comme si elle était partie quelque part au fond d'elle-même où personne ne pouvait l'atteindre. Il a parlé plus doucement que Sully ne l'avait jamais entendu parler, plus doucement que sa voix n'en avait le droit, venant d'un homme qui contrôlait la moitié des opérations clandestines de la côte Est. Venez tous avec moi, quelque part au chaud, quelque part où cet homme ne pourra plus jamais vous toucher. Et après, a exigé le garçon, après, on trouvera une solution. Personne n'a bougé. Puis la plus petite fille a lâché la veste de son frère. Elle a fait 2 pas en avant, pieds nus. Elle a tendu ses petits doigts et les a enroulés autour du pouce de Reese. Elle n'a pas parlé, n'a pas souri, elle s'est juste accrochée. Quelque chose s'est fissuré dans la poitrine de Reese. Quelque chose qu'il avait scellé il y a 24 ans, le jour où ils ont pris sa sœur Sadie et où il n'a pas pu les arrêter. Il avait 13 ans, elle en avait 5. Il ne l'a jamais retrouvée. Mais il a trouvé ces 4-là sur un trottoir gelé, en prenant une mauvaise sortie, un jour où il n'était pas censé être là. Il s'est relevé. Sa main est restée accrochée à son pouce. Le garçon le plus âgé a regardé, puis a pris la main de sa sœur. Elle a pris celle du garçon de 8 ans. Le garçon de 8 ans a tendu la main vers la petite fille. 4 enfants, en une seule ligne, se tenant les uns aux autres. Ils ont marché jusqu'à l'escalade. La portière s'est ouverte.
L'air chaud a frappé leur visage. Aucun d'entre eux n'a lâché prise. Amis, si cette histoire vous touche en plein cœur, abonnez-vous et restez avec nous jusqu'à la fin. Laissez un commentaire avec le nom de votre ville. Voyons jusqu'où cette histoire peut voyager. Maintenant, continuons. L'ascenseur privé les a emmenés jusqu'au 47e étage. Le trajet a duré 50 secondes, mais a semblé durer toute une vie. Beau murmurait les numéros d'étage, sa voix si faible qu'elle était presque inexistante. 7, 8, 9. C'était le seul son à part le bourdonnement mécanique constant. Sully se tenait à côté de Reese, la mâchoire serrée. Il gardait chaque pensée et chaque question scellée derrière ses dents. Il suivait Reese depuis 12 ans. Il avait vu son patron faire des choses que personne n'aurait pu prédire. Mais ramener 4 enfants sales d'un trottoir gelé dans le penthouse, cela dépassait tout ce qu'il aurait pu imaginer. Jace se tenait près de la porte de l'ascenseur. Son dos était pressé contre la paroi métallique froide. Il protégeait ses 3 jeunes frères et sœurs derrière lui. Ses yeux étaient fixés sur les portes en acier, comme s'il se préparait à ce que quelque chose de pire se précipite à l'intérieur dès qu'elle s'ouvrirait. Piper tenait Willa dans ses bras, toutes les deux tremblantes. De froid ou de peur, personne ne pouvait le dire. Probablement les deux. Les portes se sont ouvertes et les enfants se sont figés. Devant eux s'étendait un espace de plus de 400 mètres carrés. Des plafonds très hauts, des fenêtres en verre allant du sol au plafond. Elles révélaient toute la ville qui scintillait en contrebas. Ils n'avaient jamais vu un tel endroit. Ils n'avaient jamais imaginé que de tels endroits existaient en dehors des films. Le penthouse était conçu dans un style minimaliste. Tout était assez cher pour ne pas avoir besoin de se montrer. Pourtant, il était froid, à l'image d'un homme qui a vécu seul trop longtemps. Pas de photos de famille sur les murs, pas de souvenirs sur les étagères. Seulement la perfection sans vie de meubles choisie par un designer plutôt que par quelqu'un qui y vivait vraiment. Jace a tout de suite compris. Son instinct de survie était aiguisé par des années passées dans des refuges et des appartements délabrés. Où étaient les sorties si quelque chose pouvait être utilisé comme une arme? À quelle distance se trouvait l'ascenseur? Le regard de Piper s'est porté sur la cuisine ouverte. Une vraie cuisine avec une cuisinière à gaz à 6 brûleurs et un réfrigérateur en acier inoxydable à double porte. Pas la vieille plaque chauffante électrique dans la chambre humide où il s'était entassé autrefois. Beau s'est dirigé vers la vitre. La ville s'étendait sous lui comme une couverture de lumière. Et pour la première fois depuis des mois, le garçon de 8 ans a eu l'impression de se tenir sur des nuages. Anya s'est apparue depuis le couloir du fond, âgée de 68 ans. Ses cheveux argentés étaient soigneusement coiffés en un chignon sur sa nuque. Un tablier blanc impeccable était noué à sa taille. Ses yeux vifs comme ceux d'un faucon balayaient la pièce. Elle a regardé les 4 enfants sales, frigorifiés et effrayés, blottis au milieu du salon. Puis elle a regardé Reese avec une expression qui disait clairement « Nous parlerons plus tard ». Mais elle n'a posé aucune question, pas un seul mot de doute ou de jugement. Elle a simplement dit « D'abord la salle de bain, puis de la nourriture. Suivez-moi ». 40 minutes plus tard, les enfants étaient assis autour de la table de la salle à manger, dans des vêtements temporaires. De vieux t-shirts de Reese, pliés plusieurs fois, et qui flottaient encore sur leurs petites silhouettes. Devant chacun d'eux se trouvait un bol de soupe au poulet chaude et du pain fraîchement cuit. Jace mangeait lentement. Ses yeux ne quittaient jamais les autres personnes dans la pièce. Il goûtait chaque cuillerée avant de faire un petit signe de tête à ses frères et sœurs pour leur indiquer que c'était sûr. Beau mangeait comme s'il avait peur que quelqu'un lui arrache le bol à tout moment. Piper mangeait d'une main tandis que l'autre gardait Willa sur ses genoux. Et Willa ne mangeait pas. La fillette de 3 ans était simplement assise là, les yeux fixés sur le vide, comme si son âme avait dérivé quelque part loin, hors de portée. Jace a posé sa cuillère et a regardé droit vers Reese, en bout de table. « Que voulez-vous de nous? » Reese a répondu sans hésiter. « Rien. » Jace a reniflé doucement, sa voix empreinte d'incrédulité. « Tout le monde veut quelque chose. » Reese a penché la tête, étudiant le garçon de 14 ans avec des yeux bien plus vieux que son âge. Que voulait la dernière personne? Silence. Jace n'a pas répondu. Il n'en avait pas besoin. Ils savaient tous les deux. Reese a fait un petit signe de tête, comme si cela confirmait quelque chose qu'il savait déjà.
Je veux que vous mangiez, que vous dormiez, que vous soyez au chaud. C'est tout. Ce soir, c'est suffisant. Après le dîner, Reese les a conduits dans le couloir. Il y avait 4 chambres vides. Chacun de vous peut avoir sa propre chambre. Jace a immédiatement secoué la tête, sa voix ne laissant aucune place à la négociation. Nous dormons toujours ensemble. Reese n'a pas discuté, n'a pas insisté. Il a simplement hoché la tête et a ouvert la porte de la plus grande chambre. Un lit king-size pouvait les accueillir tous les 4. Les enfants sont montés sur le matelas, s'arrangeant automatiquement, comme s'ils l'avaient fait 100 fois auparavant. Piper était allongé au milieu, Willa blotti dans ses bras comme un petit chaton. Beau s'est pressé contre eux, son lapin en peluche serré contre sa poitrine. Et Jace était allongé sur le bord extérieur, son dos tourné vers ses frères et ses sœurs, son visage vers la porte, prêt à monter la garde. Comme chaque nuit précédente. Reese est resté longtemps dans l'embrasure de la porte, regardant les 4 petites formes sur le lit surdimensionné. Puis il a éteint la lumière, a laissé la porte légèrement entr'ouverte pour qu'un mince filet de lumière du couloir puisse s'infiltrer, et s'est éloigné. Il ne savait pas ce qu'il faisait, ne savait pas ce que demain apporterait. Il savait seulement que ce soir, pour la première fois en 24 ans, le penthouse n'était plus complètement vide. À 5h30 du matin, Reese s'est réveillé comme il le faisait toujours. Depuis 20 ans, il ne dormait pas plus de 6 heures par nuit. Son corps était entraîné au rythme d'un homme qui devait toujours rester alerte. Il a enfilé une chemise sans prendre la peine de la boutonner et est entré dans le salon, dans la pâle lumière grise de l'aube. Puis, il s'est arrêté. Jace était déjà là. Dans le fauteuil faisant face au couloir qui menait aux chambres, le garçon de 14 ans était recroquevillé sur lui-même. Ses yeux étaient grands ouverts, effroyablement éveillés. Ses yeux étaient rouges de manque de sommeil, mais il n'y avait aucune trace de fatigue dans son regard. Il n'avait pas dormi de la nuit. Il montait la garde, comme il l'avait fait tant de nuits auparavant, dans tant d'autres endroits. Il protégeait ses frères et sœurs de dangers qu'aucun adolescent de 14 ans ne devrait jamais connaître. Reese n'a rien dit. Il n'a pas demandé pourquoi le garçon était réveillé. Il ne lui a pas dit d'aller se coucher. Il s'est simplement dirigé vers le fauteuil d'en face, s'est assis et a pris le journal sur la table basse. Il l'a ouvert et a commencé à lire. Silence. Jace l'observait, attendant une question, une réprimande, un ordre. Rien n'est venu. Seulement le doux bruissement du papier lorsque Reese tournait les pages. Le silence s'est étiré. 10 minutes, 20 minutes, une demi-heure. La lumière au-delà de la vitre est passée lentement du gris à un or pâle. Près d'une heure plus tard, c'est Jace qui l'a rompu. Vous n'allez pas me demander pourquoi je suis réveillé. Reese n'a pas levé les yeux du journal. Non. Jace a froncé les sourcils. Pourquoi pas? C'est alors seulement que Reese a plié le journal, l'a posé sur ses genoux et l'a regardé droit dans les yeux. Parce que je sais pourquoi. Je faisais la même chose. Jace s'est tu. Pour la première fois depuis qu'il avait rencontré cet homme sur le trottoir gelé, il l'a vraiment regardé. Pas comme on regarde une menace. Pas comme on calcule comment cet adulte pourrait le blesser. Mais comme un être humain en regarde un autre qui pourrait comprendre. Dans la cuisine, Agnès était réveillée depuis un certain temps. Le doux cliquetis des casseroles, l'odeur du beurre fondant et du café en préparation commençaient à se répandre dans le penthouse. Piper est apparu à l'entrée de la cuisine. Ses cheveux étaient encore emmêlés par le sommeil, ses yeux lourds. Pourtant, elle était entièrement habillée, la chemise boutonnée jusqu'au col, comme si elle se préparait à travailler. Elle s'est dirigée droit vers l'évier sans un mot de salutation. « Je peux aider. » Agnès s'est retournée et l'a étudié. Ses yeux vifs l'ont balayée de la tête aux pieds. Elle a observé l'adolescente de 17 ans aux mains endurcies par le travail et aux épaules courbées sous des fardeaux bien trop lourds pour son âge. Non, Piper n'a pas reculé. J'aide toujours. Je peux faire la vaisselle, je peux couper les légumes, je peux faire tout ce dont vous avez besoin. Agnes a posé la cuillère en bois et s'est placée devant elle. Elle a posé une main sur l'épaule de Piper, douce mais ferme. Tu es une enfant, pas une servante. Assieds-toi. Mange. Piper est restée là, les mains pendantes, ne sachant qu'en faire. Depuis 2 ans, depuis que leur mère avait commencé à décliner, elle n'avait pas eu le droit de rester inactive.
Il y avait toujours du travail à faire, toujours un frère ou une sœur à s'occuper, toujours de l'argent à trouver. Et maintenant, pour la première fois en 2 ans, personne n'avait besoin qu'elle fasse quoi que ce soit. Le sentiment était si peu familier qu'il en était presque douloureux. Beau est apparu silencieusement comme une ombre, pieds nus sur le parquet chaud. Le garçon de 8 ans n'a rien dit. Il est simplement monté sur un tabouret haut dans un coin de la cuisine et s'est assis là, serrant son lapin en peluche usée. Agnès l'a observé un instant, puis a placé un crayon et quelques serviettes en papier devant lui. Beau a pris le crayon et a commencé à dessiner. Des lignes enfantines, inégales, mais qui portaient quelque chose de plus profond. 4 petites silhouettes se tenant de la main en une seule ligne. Et une silhouette plus grande, debout à une courte distance, séparée, comme si elle ne faisait pas partie du groupe, mais pas entièrement absente non plus. Agnès a vu le dessin quand il a fini. Elle n'a pas parlé, n'a pas commenté. Elle a simplement plié soigneusement la serviette et l'a glissée dans la poche de son tablier. Le petit déjeuner était servi. Des crêpes dorées, des œufs au plat, du bacon croustillant et une carafe de jus d'orange frais. Jace est entré dans la cuisine en dernier, prenant la chaise positionnée de manière à pouvoir voir à la fois la porte et les fenêtres. Même en mangeant, il n'a jamais cessé de surveiller. Willa était assise sur les genoux de Piper comme toujours. Ses grands yeux fixaient un espace vide. Elle ne mangeait pas en pareil, ne parlait pas, n'offrait aucune réponse au monde qui l'entourait. Mais quelque chose était différent aujourd'hui. Ses yeux bougeaient suivant les personnes dans la pièce. D'Agnès versant du lait à Beau mâchant sa crêpe, à Jace coupant sa viande. Elle était toujours dans son cocon. Mais peut-être qu'elle commençait à regarder à l'extérieur. Personne n'a beaucoup parlé pendant le repas. Seulement le cliquetis silencieux des couverts contre les assiettes et Agnès demandant qui en voulait plus. Mais pour la première fois, les enfants ont mangé sans se presser, sans glisser de la nourriture dans leur poche pour plus tard, sans craindre que quelqu'un leur arrache leur assiette avant qu'ils n'aient fini. Pour la première fois depuis très longtemps, ils avaient le droit de manger comme des enfants ordinaires. La première semaine s'est écoulée comme une série de petits moments. Les premières fissures dans le mur que les enfants avaient construit autour d'eux. La troisième nuit, à 2 heures du matin, Jace n'arrivait de nouveau pas à dormir. Il était allongé là, les yeux grands ouverts dans le noir, écoutant la respiration régulière de ses frères et sœurs. Piper bougeait de temps en temps. Beau serrait fort son lapin en peluche. Willa était recroquevillée sur elle-même comme un petit point d'interrogation. Il est sorti du lit avec précaution, ses pieds nus touchant le parquet frais, et est entré dans le salon. Il s'est arrêté à la porte d'entrée du penthouse. Il est resté là un moment, fixant le bois sombre et la poignée en laiton poli. Puis il a posé sa main dessus, l'a tournée doucement. La porte s'est ouverte. Elle n'était pas verrouillée. Aucune alarme n'a retenti. Personne n'est venu en courant pour lui demander ce qu'il faisait. Jace est resté là, regardant le couloir. L'ascenseur au fond, avec son bouton rouge qui brillait dans le noir. Il pouvait partir maintenant. Réveiller ses frères et sœurs et les emmener avec lui. Retourner dans la rue. Retourner à ce qu'il comprenait, ce qu'il pouvait contrôler. Il est resté là pendant 5 minutes, 10 minutes. L'air froid du couloir s'est infiltré, le faisant frissonner. Puis il a fermé la porte, est retourné au lit, s'est glissé à côté de ses frères et ses sœurs et a tiré la couverture sur sa poitrine. Il n'est pas parti. Il ne savait pas pourquoi. Beau a trouvé son réconfort dans un endroit auquel personne ne se serait attendu. Le deuxième jour, en errant dans le penthouse, il a découvert le grand balcon donnant sur la ville. Et sur la balustrade, une volée de pigeons de ville était perchée, roucoulant sous le soleil matinal. Le garçon de 8 ans s'est arrêté à la porte vitrée, les yeux écarquillés, observant les oiseaux gris au cou iridescent vert et violet. Il n'est pas sorti, n'a pas essayé d'ouvrir la porte. Il est juste resté là, une main pressée contre la vitre, les regardant s'envoler et se poser à nouveau, les regardant pencher la tête et sautiller le long de la balustrade. Agnès l'a remarqué. Elle n'a rien dit. Mais cet après-midi-là, une petite chaise est apparue près de la porte vitrée, juste à la bonne taille pour un garçon de 8 ans. Beau est resté assis là pendant des heures chaque jour, dessinant sur les feuilles de papier qu'Agnès lui donnait. Il levait les yeux vers les pigeons de temps en temps,
avant de se replonger dans son travail. Il ne parlait toujours à personne sauf à Piper, et seulement en chuchotant, seulement quand c'était absolument nécessaire. Mais ses yeux étaient moins sauvages, moins effrayés. Willa avait son propre rituel. Chaque soir, après que Piper l'ait mise au lit, après que ses frères et ses sœurs se soient endormis, la fillette de 3 ans se glissait doucement hors du lit et marchait sur ses petits pieds dans le couloir. Elle allait jusqu'à la porte de Reese, qui était toujours laissée légèrement entr'ouverte, une bande de lumière jaune et chaude s'en échappant. Elle se tenait là, regardant à l'intérieur par l'ouverture étroite. Reese était assis sur une chaise, lisant ou travaillant sur son ordinateur portable. La lampe de bureau éclairait son visage. Elle n'entrait pas, ne faisait pas de bruit. Elle restait simplement là pendant 2 ou 3 minutes, observant comme pour confirmer quelque chose. Puis elle retournait dans la chambre, remontait dans le lit, se blottissait dans les bras de Piper et dormait. Reese le savait. Il savait toujours quand elle venait. Il pouvait voir sa petite ombre sur le sol à travers la fente de la porte. Il pouvait entendre le faible rythme de sa respiration. Il ne levait jamais les yeux, ne l'appelait jamais à l'intérieur. Il continuait simplement de lire, de travailler. Il la laissait faire ce qu'elle avait besoin de faire. Et il ne fermait jamais complètement sa porte. Le 5e jour, Piper aidait Agnès à faire la vaisselle après le déjeuner. Agnès lui avait permis de faire de petites tâches. Elle comprenait que cette jeune fille de 17 ans avait besoin de faire quelque chose, de se sentir utile. Piper a séché une assiette et regardé par la fenêtre, puis a demandé, sa voix presque désinvolte, bien que ses yeux ne le soient pas, « Qui est-il? Qui est-il vraiment? » Agnès n'a pas arrêté de laver la casserole. C'est l'homme qui m'a embauché. Il y a 10 ans, Piper a posé l'assiette et s'est tourné vers elle. Ce n'est pas ce que j'ai demandé. Agnès a fait une pause, s'est séché les mains sur une serviette et a regardé la jeune fille avec des yeux qui en avaient trop vu pour être facilement trompés. Ce n'est pas un homme bon, mais ce n'est pas un homme mauvais non plus. Il est compliqué. Piper a froncé les sourcils. Qu'est-ce que ça veut dire? Agnès a posé une main sur son épaule, sa voix plus douce maintenant, mais toujours aussi ferme que l'acier. Ça veut dire qu'il fait des choses sur lesquelles je ne pose pas de questions. Mais il tient toujours sa parole. Toujours. S'il dit que vous êtes en sécurité ici, alors vous êtes en sécurité. Piper l'a étudié un long moment, pesant chaque mot. Puis elle a hoché la tête et s'est retournée vers l'évier. Elle n'a plus rien demandé. Peut-être qu'elle n'avait pas besoin de plus de réponses, ou peut-être qu'elle n'était pas prête à les entendre. Le 7e matin, le petit déjeuner s'est déroulé comme d'habitude. Agnès a fait des crêpes, des œufs, du bacon. Beau était assis sur la petite chaise près de la fenêtre, les yeux tournés vers les pigeons, mais les oreilles attentives à chaque son dans la pièce. Willa était assise sur les genoux de Piper, ne mangeant toujours pas, mais laissant Piper lui donner quelques gorgées de lait. Reese était assis en bout de table, lisant le journal, une tasse de café fumant à côté de lui. Jace est entré dans la cuisine en dernier, comme chaque jour, et a pris la place qui lui offrait une vue dégagée sur la porte et les fenêtres. Il a tendu la main vers la salière au milieu de la table, puis s'est arrêté. Il a regardé Reese et au lieu de dire « monsieur » ou de ne rien dire du tout comme les jours précédents, il a dit « Passe le sel, Reese ». Le nom, c'était la première fois qu'il l'utilisait. Reese lui a passé le sel sans changer d'expression. Sans lever les yeux du journal, sans aucun signe qu'il avait remarqué le changement. Mais Sully, debout dans un coin avec une tasse de café à la main, l'a remarqué. Il a regardé Jace puis Reese, et le coin de sa bouche s'est légèrement relevé. Quelque chose avait changé, juste un peu, de façon presque invisible. Mais ça avait changé. La 10e nuit, à 2 heures du matin, Jace n'arrivait de nouveau pas à dormir. Il avait essayé, restant allongé pendant des heures les yeux fermés, mais son esprit ne voulait pas ralentir. Trop de questions, trop de choses qui n'avaient pas de sens. Il est sorti du lit, faisant attention à ne pas réveiller ses frères et sœurs, et est entré dans le salon. Il s'est arrêté sur le seuil. Reese était déjà là, assis dans le fauteuil près de la grande fenêtre, regardant la ville en contrebas. Aucune lumière n'était allumée. Seule la lueur de millions de lumières de la ville filtrait à travers la vitre, baignant la pièce d'un léger halo bleu argenté. Il était assis, complètement immobile, comme une statue, un verre d'alcool à la main, à peine touché. Jace a failli faire demi-tour.
Ce n'était pas ses affaires, pas son problème. Mais ses pieds ne voulaient pas bouger. Vous êtes assis comme ça toutes les nuits? Reese ne s'est pas retourné, n'a montré aucune surprise au son de sa voix, comme s'il avait su que Jace était là depuis le début. La plupart des nuits. Jace est resté là un moment, pesant quelque chose en lui-même. Puis il s'est approché et s'est assis dans le fauteuil d'en face. Pas la position stratégique qu'il choisissait habituellement, pas le siège qui lui permettait de surveiller la porte, juste le fauteuil le plus proche. Le silence s'est étiré entre eux, mais il n'était pas inconfortable. C'était le genre de silence partagé par deux personnes qui attendent quelque chose qu'elles savent toutes deux devoir arriver. Qui êtes-vous? Qui êtes-vous vraiment? Et ne me donnez pas cette réponse compliquée qu'Agnes aime utiliser. Reese ne l'a pas regardé. Il a gardé les yeux sur la fenêtre, sur la ville qui respirait doucement dans la nuit. Quand il a parlé, sa voix avait changé. Elle semblait distante, comme s'il parlait plus à lui-même qu'à Jace. J'avais une petite sœur autrefois. Sadie, elle avait 5 ans, j'en avais 13. Jace n'a rien dit. Il a juste écouté, le système de placement familial. Probablement comme vous, les enfants. Différentes maisons, différentes villes. Un jour, ils sont venus. Ils ont dit qu'ils lui avaient trouvé une famille, une vraie famille, une adoption, une pause. Aussi longue qu'une seule respiration. J'ai demandé à l'accompagner. Ils ont dit non. J'étais trop vieux. Personne ne veut d'un garçon de 13 ans. Reese a porté le verre à ses lèvres, a pris une petite gorgée, puis l'a reposé. Je les ai regardés la mettre dans la voiture. Elle pleurait, elle criait mon nom. J'ai essayé de courir après eux. Ils m'ont retenu. Sa voix n'a pas tremblé. Elle ne s'est pas brisée. Elle était plate, comme la surface d'un lac en hiver. Et c'est cette immobilité qui la rendait effrayante. C'était il y a 24 ans, Jace a dégluti. L'avez-vous déjà retrouvé? Reese a secoué lentement la tête. Non, je n'ai jamais cessé de chercher. Tout ce que j'ai construit, c'était en partie pour pouvoir continuer à chercher. 24 ans, rien. Jace a étudié l'homme en face de lui. Il l'a vraiment étudié pour la première fois. Pas comme une menace, pas comme une sortie à calculer, mais comme quelqu'un portant une blessure qui semblait douloureusement familière. Alors vous vous êtes arrêté ce jour-là, dans cette rue, à cause de nous. Reese s'est finalement retourné, ses yeux gris rencontrant les yeux bruns d'un garçon de 14 ans. Je n'ai pas pu la sauver. Mais je vous ai vus, tous les quatre, et je me suis dit que je pouvais peut-être essayer. Le silence a persisté. La ville en bas continuait de scintiller, indifférente à la tristesse qui s'exprimait 47 étages plus haut. Jace a baissé la tête regardant ses mains, les doigts entrelacés. Notre mère est morte il y a 8 mois, d'un cancer. Ça a mis 2 ans à la tuer. Reese n'a rien dit. Il a juste écouté. Willa a cessé de parler le jour de sa mort. Elle n'a pas dit un seul mot depuis. Pas un seul. La voix de Jace s'est brisée à la fin, mais il l'a forcée à redevenir stable. Les médecins ont dit que c'était un traumatisme. Ils ont dit qu'elle ne parlerait peut-être plus jamais. Reese n'a pas répondu. Il n'y avait rien à dire. Aucun mot ne pouvait apaiser ce genre de douleur. Aucune réponse pour des blessures trop profondes pour guérir proprement. Ils sont restés assis là en silence. 2 silhouettes devant l'énorme fenêtre. La ville s'étalait sous eux comme une couverture de lumière. Jace ne s'est pas levé. Il n'est pas retourné se coucher. Il est resté là, dans le noir, à côté de Reese. Les deux regardaient la ville sans plus parler. Pour la première fois depuis qu'il était entré dans le penthouse, Jace n'était pas assis en face de Reese comme face à un ennemi. Il était assis à côté de lui, comme 2 personnes regardant dans la même direction. Comme 2 personnes portant des blessures que personne d'autre ne pouvait entièrement comprendre. 2 semaines passèrent. La vie dans le penthouse commençait à trouver son propre rythme. Les enfants s'habituaient lentement à se réveiller sans peur, à manger sans se presser, à dormir sans avoir à monter la garde à chaque instant. Mais au-delà des murs de verre, les ennuis se rapprochaient. Sully est entré dans le bureau de Reese au 30e étage. Son expression était plus sérieuse que d'habitude. Reese a levé les yeux de la pile de papier devant lui et a immédiatement senti que quelque chose n'allait pas. Sully n'interrompait jamais, sauf si c'était vraiment important. « Patron, nous avons un problème. » Reese a posé son stylo et s'est adossé à son fauteuil. « Continue. » Drummond, le type des services de protection de l'enfance. Il fouine sur vous. Reese a haussé un sourcil mais n'a rien dit, attendant.
Il ne sait pas qui vous êtes. Il voit juste un homme riche qui achète des enfants dans la rue. Il en veut plus, le double du montant initial chaque semaine, ou il signalera une activité financière suspecte aux autorités. Reese est resté silencieux un instant, ses doigts tapotant légèrement contre le bureau. Puis il a parlé, son ton aussi calme que s'il discutait de la météo. Laissez-le venir. Sully a cligné des yeux. Patron, organisez une réunion, ici dans mon bureau. Sully a hésité, jetant un coup d'œil vers le plafond comme s'il pouvait voir à travers 17 étages jusqu'au penthouse. Et les enfants en haut avec Agnes? Drummond ne s'approche pas du penthouse. Jamais. Sully a hoché la tête et est parti pour organiser la rencontre. 3 jours plus tard, Keith Drummond est entré dans le bureau du 30e étage. Il portait le sourire confiant d'un homme qui croyait avoir un moyen de pression sur une cible riche. Il portait de la même veste grise du comté, mais cette fois avec une cravate bon marché et des chaussures négligemment cirées. Monsieur Calder, bel endroit. Les affaires doivent bien marcher pour vous. Reese était assis derrière son bureau en noyer foncé. Il ne s'est pas levé, n'a pas tendu la main, ne l'a pas invité à s'asseoir. Il a simplement observé Drummond avec des yeux gris, aussi froids que l'acier, dépourvus d'émotion. Drummond a tiré une chaise lui-même et s'est assis, ne remarquant pas ou ne se souciant pas du manque de courtoisie. Il a joint les mains, le sourire large. Allons droit au but. Cette petite transaction que nous avons eue, le prix a augmenté. Reese n'a rien dit. Le double de ce que vous avez payé chaque semaine. Ou je commence à passer des coupes de fil. Le trafic d'enfants est un crime grave, Monsieur Calder, même pour les hommes riches. Reese est resté silencieux, le laissant parler. Drummond a pris le silence pour de la peur. Il s'est penché en avant, devenant plus audacieux. Vous pensez pouvoir acheter des enfants dans la rue sans que personne ne s'en aperçoive. Moi, je m'en aperçois. J'ai des dossiers, j'ai des preuves, j'ai des contacts dans la presse. Une histoire comme celle-ci, un mystérieux milliardaire qui achète 4 enfants du système. Comment pensez-vous que ça se termine? Il s'est de nouveau adossé, satisfait de lui-même. Alors, on peut faire ça à la manière douce ou à la manière forte. C'est votre choix. Reese a finalement bougé. Il a ouvert un tiroir de son bureau, en a sorti un dossier épais et l'a posé sur la surface. Keith Andrew Drummond, Hyatt Drummond, coordinateur de cas pour les services de protection de l'enfance. 7 ans. Drummond a froncé les sourcils, son sourire vacillant. 9 enfants en 5 ans, tous transférés dans des établissements agréés, tous disparus du système en quelques mois. Drummond s'est immobilisé. Des dépôts sur un compte aux îles Caïmans. 47 000 $ l'année dernière seulement. Dois-je continuer? Le visage de Drummond a perdu ses couleurs en quelques secondes. Reese a poussé le dossier vers lui. Vous vendez des enfants, Monsieur Drummond. La seule question est de savoir à qui. Drummond a regardé autour de la pièce pour la première fois avec une réelle conscience. Il a remarqué le silence parfait du bureau insonorisé. Il a remarqué Sully debout près de la porte comme un mur inamovible. Il a remarqué la façon dont Reese était assis là, en contrôle total, complètement calme, comme un prédateur jouant avec sa proie. « Qui êtes-vous? » Sa voix tremblait. Reese s'est levé lentement, a contourné le bureau et s'est arrêté juste en face de lui. Drummond a dû pencher la tête en arrière pour croiser son regard. Et pour la première fois, il a compris à quel point il avait mal calculé. Reese s'est légèrement penché, parlant doucement, presque en un murmure, mais chaque mot était aussi tranchant qu'une lame. « Je suis l'homme que vous avez essayé d'extorquer. » C'était une erreur. Drummond a dégluti sa pomme d'Adam bougeant. Reese s'est redressé et l'a regardé de haut comme s'il étudiait un insecte. « Vous démissionnerez demain. Vous quitterez cette ville. Vous ne toucherez plus jamais à un autre enfant. » Drummond a hoché la tête frénétiquement, toute sa confiance envolée. Reese a penché la tête, sa voix toujours aussi légère que l'air. « Si j'entends votre nom une fois de plus, Monsieur Drummond, vous n'entendrez plus jamais rien. » Drummond s'est levé d'un bond, a failli trébucher sur la chaise et s'est précipité hors du bureau sans se retourner. Ses pas ont résonné dans le couloir de plus en plus rapides, puis se sont estompés. Sully s'est approché de Reese, regardant la direction dans laquelle Drummond avait fui. « Vous voulez que je le suive? » Reese a secoué la tête et s'est dirigé vers la fenêtre, regardant la ville en contrebas. « Non, laissez-le courir.
Les hommes comme lui mènent toujours à de plus gros poissons. Sully a hoché la tête. Ils savaient tous les deux que Drummond n'agissait pas seul. Il n'était qu'un pion dans un jeu beaucoup plus vaste, et maintenant, le pion avait peur. Il allait courir droit vers celui qui le contrôlait. Reese attendrait. Il était très doué pour attendre. 3 semaines s'étaient écoulées depuis le jour où ils étaient entrés dans ce penthouse. Tout s'installait dans une sorte de stabilité que les enfants n'avaient jamais connue. Jace montait la garde moins souvent, dormant même parfois toute la nuit sans se réveiller pour vérifier les portes. Beau avait commencé à dire quelques mots à Agnes, des mots simples comme «encore, s'il vous plaît» quand il voulait une autre crêpe ou «merci» quand elle lui tendait un nouveau crayon. Willa était toujours silencieuse, n'avait pas prononcé un seul mot, mais son rituel nocturne de se tenir à la porte de Reese continuait, et elle avait commencé à laisser Agnes lui brosser les cheveux sans se recroqueviller. Mais Piper, la jeune fille de 17 ans qui portait le poids du monde sur ses épaules depuis ses 15 ans, se brisait d'une manière que personne ne remarquait. À 2 heures du matin, Agnes s'est réveillée à cause d'un léger bruit provenant de la cuisine. Elle laisse rester allongée à écouter un instant, entendant de l'eau couler, le doux cliquetis de la vaisselle. Elle a enfilé sa robe de chambre et est sortie. Piper était debout à l'évier, le dos tourné à la porte. Elle faisait la vaisselle, une vaisselle qui avait déjà été nettoyée après le dîner. Elle la lavait encore. Et encore. Ses mains bougeaient mécaniquement, frottant chaque assiette comme si sa vie dépendait de leur éclat impeccable. Agnes n'a rien dit. Elle est entrée dans la cuisine, a tiré une chaise, s'est assise à la table et a attendu. L'eau continuait de couler. Piper continuait de laver. 1 minute, 2 minutes, 5 minutes. Puis ses épaules ont commencé à trembler. Légèrement au début, puis plus fort. Je ne sais pas quoi faire. Sa voix s'est brisée dans le silence de la nuit. À propos de quoi? A demandé doucement Agnes. Piper a cessé de bouger, mais ne s'est pas retournée. Elle fixait toujours l'évier, l'eau coulant toujours. À propos de tout ça. Elle a posé l'assiette et s'est agrippée au bord de l'évier comme pour se maintenir debout. Je me suis occupé d'eux depuis que j'ai 15 ans. Maman est tombée malade. J'ai quitté l'école. J'ai fait des doubles journées à la laverie. J'ai mis de la nourriture sur la table. Je nous ai maintenus ensemble. Je nous ai tenus hors du système aussi longtemps que j'ai pu. Sa voix s'est étranglée. Et maintenant, quelqu'un d'autre le fait. Quelqu'un d'autre les garde en sécurité, les nourrit, les protège. Elle s'est alors retournée, les yeux rouges, regardant Agnès avec le désespoir d'une enfant qui avait oublié comment en être une. Et je ne sais plus qui je suis. Si ce n'est pas moi qui les maintiens en vie, alors que suis-je? Agnes est restée silencieuse un long moment, laissant les mots s'installer entre elles. Puis elle a parlé, sa voix douce mais ferme. Viens ici, assieds-toi. Piper a hésité une seconde, puis s'est approchée et s'est assise en face d'elle. Elle fixait la table, incapable de croiser le regard d'Agnes. Agnes a pris une lente inspiration. J'ai eu une fille, Martha. Elle est tombée malade à 9 ans. Un cancer, comme ta mère. Piper a levé les yeux, surprise. Agnes n'avait jamais parlé d'elle auparavant. Je me suis occupé d'elle pendant 3 ans. Je l'ai nourrie, je l'ai lavée, je l'ai tenue quand elle pleurait, je l'ai tenue quand elle ne pouvait plus pleurer. Sa voix est restée calme, mais quelque chose au fond de ses yeux contenait une douleur qui s'était transformée en cicatrice sans jamais vraiment s'estomper. Elle est morte à 12 ans. Le silence s'est étiré entre eux, lourd et sacré. Après son départ, je ne savais plus qui j'étais non plus. J'avais été sa mère, son infirmière, son tout. Et puis je n'étais plus rien du tout. Agnes a tendu la main sur la table et a pris celle de Piper. Sa paume était rugueuse après des années de travail, mais chaude et stable. Il m'a fallu des années pour comprendre. Tu n'es pas leur mère, tu ne l'as jamais été. Tu es une enfant qui a pris soin d'autres enfants parce que personne d'autre ne le faisait. Piper voulait protester, dire qu'elle devait le faire, qu'il n'y avait pas eu d'autre choix. Mais Agnes a serré doucement sa main. Mais tu es ici maintenant. Quelqu'un d'autre peut porter ce poids. Et toi, tu as le droit d'avoir 17 ans. Tu as le droit d'être leur sœur, juste leur sœur. C'est suffisant. C'est à ce moment-là que Piper s'est effondrée. Les larmes ont coulé sur ses joues sans retenue, sans aucun effort pour les arrêter. Elle a pleuré pour la première fois depuis la mort de sa mère. Pas seulement pour la perte, bien que cette douleur soit toujours là. Elle a pleuré parce qu'on lui permettait de déposer le fardeau. Parce que quelqu'un la voyait enfin pour ce qu'elle était vraiment.
Une enfant qui avait vieilli trop vite, qui avait trop porté et qui ne savait plus comment s'arrêter. Agnes s'est levée, a contourné la table et l'a prise dans ses bras. Elle n'a plus parlé. Parfois, le silence suffit. Parfois, il suffit simplement d'avoir quelqu'un là qui vous tient pendant que vous vous effondrez. Le lendemain matin, Piper a dormi tard. Pour la première fois en 2 ans, elle n'a pas été la première à se réveiller. Quand elle est entrée dans la cuisine, le petit déjeuner était déjà sur la table. Jace mangeait. Beau dessinait. Willa était assise dans une chaise haute qu'Agnes avait trouvée on ne sait comment, regardant par la fenêtre. Agnes n'a rien dit de la nuit précédente. Elle n'a pas mentionné les larmes ni l'histoire partagée dans le noir. Elle a simplement placé une assiette de crêpes devant Piper et lui a versé un verre de jus d'orange. Mais il y avait autre chose sur la table à côté de l'assiette de Piper. Un livre. La couverture était usée, les coins adoucis, clairement lus de nombreuses fois. Un marque-page reposait à la première page. Piper a regardé le livre, puis Agnes. « Tu aimes lire? » « Je t'ai vu regarder sa bibliothèque. Celui-ci est bien. » Piper a pris le livre, ses doigts effleurant la couverture en cuir vieilli. Pour la première fois en 2 ans, elle avait quelque chose qui n'appartenait qu'à elle. Pas de la nourriture à diviser, pas des vêtements à donner, pas une responsabilité à porter. Juste un livre. Juste à elle. Elle a ouvert la première page et a commencé à lire. 4 semaines passèrent et la vie à l'intérieur du penthouse commença à prendre la forme de quelque chose de presque normal. Jace commença les cours avec le tuteur que Reese avait engagé. Il était réticent au début, assis les bras croisés, fixant la femme d'âge mûr aux lunettes rondes comme si elle était une ennemie. Mais ensuite, ils arrivèrent à l'histoire et quelque chose changea. Il commença à poser des questions, à lire à l'avance, à débattre des batailles et des décisions prises par des hommes morts depuis des centaines d'années. « Pourquoi aimes-tu l'histoire » demanda un jour le tuteur, sincèrement curieux. Jace haussa les épaules, les yeux toujours fixés sur la page. « Parce que c'est déjà arrivé. On ne peut pas le changer. On ne peut pas mentir à ce sujet. C'est comme ça. » Beau changeait aussi à sa manière. Le garçon de 8 ans commença à parler à Agnes. D'abord un seul mot comme « encore » quand il voulait une autre crêpe, puis 2 mots, puis parfois même une courte phrase. Il ne parlait toujours pas aux étrangers. Il ne chuchotait qu'à Piper quand c'était nécessaire. Mais avec Agnes, avec Reese et occasionnellement avec Sully, il commençait à ouvrir la bouche. Piper lisait. Elle lisait constamment. Elle avait commencé à passer du temps dans la bibliothèque de Reese, une pièce plus petite bordée d'étagères qui atteignaient le plafond. Et chaque jour, elle en sortait un livre différent. Elle lisait sur le canapé, lisait dans la cuisine, lisait avant de se coucher. Pour la première fois depuis des années, elle s'autorisait à disparaître dans des mondes qui n'étaient pas les siens. Willa restait silencieuse. Elle n'avait pas prononcé un seul mot depuis le jour de la mort de leur mère. Mais elle commençait à montrer des expressions qu'elle n'avait pas eues auparavant. Elle fronçait les sourcils quand quelque chose ne lui plaisait pas, penchait la tête quand elle était curieuse, et parfois, très rarement, le coin de sa bouche se relevait légèrement quand Beau faisait une bêtise. Elle n'était pas encore de retour, mais peut-être qu'elle était en chemin. Un après-midi, Reese appela Jace dans son bureau. Le garçon de 14 ans entra avec la prudence familière qu'il portait encore, bien qu'elle se soit adoucie avec le temps. Reese était assis derrière son bureau, mais il ne travaillait pas. Il attendait. « Viens ici. » Reese se leva et conduisit Jace au salon, vers la table basse. Il s'agenouilla et montra un petit bouton caché sous le bord de la table, presque invisible, à moins de savoir où chercher. « Si quelque chose arrive quand je ne suis pas là, appuie sur ce bouton. Sully sera là en 4 minutes. » Jace étudia le bouton, puis leva les yeux vers Reese, ses yeux se rétrécissant. « Vous pensez que quelque chose va arriver? » Reese se redressa et croisa son regard avec un sérieux que Jace avait appris à reconnaître. « Je pense qu'il vaut mieux être préparé que désolé. J'ai des ennemis et maintenant ils pourraient ne pas penser que vous, les enfants, êtes ma faiblesse. » Jace resta silencieux un moment, réfléchissant à sa prochaine question. « Sommes-nous votre faiblesse? » Reese le regarda longuement, comme s'il cherchait la réponse la plus honnête. « Non. Vous êtes la raison pour laquelle je suis plus prudent que je ne l'ai jamais été. » Avant que Jace ne puisse répondre, la porte s'ouvrit et Sully entra, son expression sombre. « Patron, nous avons un problème. » Reese se tourna, faisant signe à Jace de rester pendant qu'il se dirigeait vers Sully.
Ils parlèrent à voix basse, mais Jace entendit assez de mots pour sentir son pouce accélérer. Quelqu'un pose des questions sur les enfants Hartley. Pas Drummond, quelqu'un d'autre, continua Sully. Gerald Crane. Il possède une usine de textile en banlieue. Le visage de Reese ne changea pas, mais ses yeux s'assombrirent. Continue. Crane vient de déposer une requête auprès du tribunal pour la garde de Piper. Il prétend être le parrain que votre mère a désigné avant de mourir. Reese resta silencieux un moment. Puis, il se tourna vers Jace. Va chercher Piper. Jace courut et revint avec Piper. La jeune fille de 17 ans entra, un livre encore à la main, la confusion sur son visage. Reese la regarda, son ton doux mais ferme. Connais-tu un homme du nom de Gerald Crane? Piper se figea. Le livre glissa de sa main et tomba sur le sol avec un bruit sourd. Son visage perdit toute couleur en un instant. Ses mains se serrèrent à un point si fort que ses jointures devinrent blanchies. Jace se tenait près de la porte, observant la réaction de sa sœur, ses propres poings se resserrant. Il ne savait pas qui était Gerald Crane, mais il reconnaissait la peur quand il la voyait, et Piper avait peur. Reese s'approcha, sa voix s'abaissant. Qu'est-ce qu'il a fait? Piper ne répondit pas. Ses lèvres bougèrent, mais aucun son ne sortit. Ses mains tremblaient de manière incontrôlable. C'était suffisant. Reese n'avait pas besoin des mots. Il se tourna vers Sully. Renseigne-toi sur tout ce qui concerne Gerald Crane. Ses affaires, ses finances, les gens qui travaillent pour lui, tout. Sully hocha la tête. Et Sully, ajouta Reese alors que l'homme se tournait pour partir. Creuse en profondeur. Les hommes comme lui ont toujours quelque chose à cacher. Sully hocha de nouveau la tête et disparut par la porte. Reese se retourna vers Piper, toujours debout là, tremblant comme une feuille au vent. Il ne la toucha pas. Il comprenait qu'elle n'en avait pas besoin pour le moment. Il parla simplement, sa voix aussi stable que l'acier. Il ne vous touchera pas. Aucun de vous, je le promets. Piper leva les yeux pour croiser les siens. La peur était toujours là, mais autre chose vacillait en dessous. Pour la première fois, elle voulait le croire. 3 jours plus tard, Gerald Crane entra dans le bureau de Reese au 30e étage, comme s'il était chez lui. 55 ans, corpulent, avec un ventre gonflé qui tendait sa chemise blanche. Son visage était rouge, celui d'un homme qui avait passé des décennies à trop boire. Son sourire était si large qu'il révélait une rangée de dents jaunies. Le genre d'homme qui a l'air amical d'une manière qui vous fait vérifier votre portefeuille après lui avoir serré la main. À côté de lui se tenait son avocat, un homme mince avec des lunettes et la monture épaisse et une maillette en cuir usé serrée contre sa cuisse. Monsieur Calder. Crane s'avança les bras écartés comme pour saluer un vieil ami, un plaisir. Je suis sûr que ce n'est qu'un petit malentendu. Reese ne se leva pas, ne tendit pas la main, ne les invita pas à s'asseoir. Il resta assis derrière son bureau, les yeux gris froids comme l'acier en hiver. Asseyez-vous, Monsieur Crane. Dites-moi ce que vous voulez. Crane cligna des yeux face à la froideur de la pièce, mais son sourire tint bon. Il tira une chaise et s'assit, son avocat s'abaissant à côté de lui, la maillette posée sur ses genoux. Eh bien, c'est simple. Piper Hartley, sa mère, était une de mes chères amies. Avant de mourir, que Dieu ait son âme, elle m'a demandé de veiller sur ses enfants. Il écarta les mains comme pour présenter la vérité la plus évidente du monde. J'ai des documents, des signatures, des témoins. Je suis leur parrain, Monsieur Calder, légalement. Reese resta sans expression. Vraiment? Parlez-moi de votre relation avec la famille Hartley. Crane se pencha en arrière, à l'aise comme s'il se prélassait dans son propre salon. Oh, ça remonte à des années. Madame Hartley travaillait pour moi, vous voyez, dans mon usine. Je les ai aidés quand les temps étaient durs. Je leur ai prêté de l'argent. Pas mal, en fait. Il gloussa, le son visqueux de fausse nostalgie. Et Piper, une fille si travailleuse. Elle a commencé à aider quand elle avait 14 ans. Bonne gamine, des mains rapides. Reese ne dit rien. Il écoutait simplement, laissant Crane resserrer la corde avec ses propres mots. Bien sûr, il y a la question de la dette. Crane soupira comme s'il était accablé de chagrin. Sa mère me devait une somme rondelette à sa mort. Je ne suis pas déraisonnable, mais une dette est une dette. Il se pencha en avant, le sourire s'aiguisant. Alors, voici ce que je propose. Soit vous me rendez Piper pour qu'elle puisse rembourser ce que sa mère devait, en bonne et due forme. Soit vous me dédommagez pour ma perte, pour mon préjudice moral. 200 000 $ semble raisonnable.
Il se pencha de nouveau en arrière, souriant toujours. Sinon, je porterai l'affaire devant les tribunaux. J'ai des papiers, j'ai des témoins. Et franchement, Monsieur Calder, je ne crois pas qu'un juge verra d'un bon œil un homme célibataire avec un passé, comment dire, moins que transparent, qui recueille 4 enfants. Le silence s'étira dans la pièce. Reese ne réagit pas. Crane attendit, sa confiance grandissant alors qu'il prenait l'immobilité pour de l'hésitation. Alors, avons-nous un accord? Le silence persista. Crane bougea légèrement sur sa chaise. Monsieur Calder. Reese sourit pour la première fois depuis que Crane était entré dans la pièce. Mais ce n'était pas un sourire chaleureux. Il était vif et froid, et il n'atteignit pas ses yeux gris. Merci, Monsieur Crane. Crane cligna des yeux, confus. Pourquoi? Vous venez de me dire tout ce que j'avais besoin de savoir. Reese se leva lentement et contourna le bureau. Travail des enfants, dette, servitude, faux papiers de tutelle. Il fit une pause et désigna le coin de la pièce. Crane se tourna et se figea. Une petite caméra. Sa lumière rouge clignotait régulièrement. Et vous vous êtes enregistré en train de tout dire. Le visage de Crane perdit toute couleur en un instant, le rouge s'estompant en un gris maladif. Son avocat se leva d'un bond, la maillette glissant de ses mains et heurtant le sol. Cette réunion est terminée. Reese inclina la tête, sa voix douce comme le vent. Oui, elle le l'est. Crane et son avocat se précipitaient en dehors, la confiance qu'ils avaient affichée s'étant entièrement évaporée. La porte claqua derrière eux, laissant le bureau en silence. Sully sortit de la pièce attenante où il avait regardé toute la réunion sur un moniteur. Reese se tourna vers lui. 48 heures. Je veux tout. Déclaration de revenus, dossier d'emploi, infraction à la sécurité. Chaque enfant qui a jamais travaillé dans cette usine. Sully hocha la tête, mémorisant tout. Et trouver d'anciens travailleurs, ceux qui pourraient nous vouloir parler. Reese se retourna vers la fenêtre. La ville s'étendait sous lui, dans une froide indifférence. Sully demanda. Et ensuite? Ensuite, nous l'enterrons, légalement, sans laisser de traces. Cette nuit-là, le penthouse était enveloppé de silence. Les enfants s'étaient endormis depuis longtemps. Agnes s'était retirée dans sa chambre, et seule la faible lueur du bureau de Reese se déversait dans le couloir. Jace n'arrivait pas à dormir. Comme d'habitude, il était allongé, fixant le plafond, son esprit refusant de se calmer. Trop de choses s'étaient passées ces dernières semaines. Trop de choses qu'il ne comprenait pas. Finalement, il sortit du lit, faisant attention à ne pas réveiller les autres, et entra dans le salon. Il voulait juste prendre un verre d'eau quand il entendit des voix venant du bureau de Reese. La porte était entr'ouverte, la lumière et les mots s'échappant par l'étroite fente. Jace s'arrêta. Il savait qu'il ne devrait pas écouter, mais la survie avait toujours parlé plus fort que les bonnes manières. Il se pressa contre le mur et écouta. La voix de Sully. Tout est prêt. Crane ne saura pas ce qui lui arrive. La voix de Reese, froide et contrôlée. Assure-toi que c'est propre. Aucune trace ne doit remonter jusqu'à nous. Une brève pause. Sully demanda. Et s'il essaie de fuir? Reese répondit, son ton léger comme l'air. Il n'ira pas loin. Occupe-t'en. Jace se figea. Occupe-t'en. Les deux mots résonnèrent dans sa tête comme une sonnette d'alarme. Dans le monde où il avait grandi, parmi les hommes dangereux et les coins sombres, ces mots n'avaient qu'une seule signification. Il recula, son cœur battant si fort qu'il craignit qu'il ne l'entende à travers la porte. Reese n'est pas différent. La pensée le frappa comme un coup à l'estomac. Juste un autre genre de monstre, utilisant l'argent au lieu des points, un penthouse au lieu d'un entrepôt, mais toujours un monstre. Il ne pouvait pas rester ici. Il ne pouvait pas vivre avec un tueur. Jace se précipita vers la chambre, se déplaçant silencieusement mais rapidement. Il tira le sac à dos de sous le lit, celui qu'il gardait prêt depuis le premier jour au cas où il devrait fuir. Il y fourra quelques vêtements, quelques barres de céréales qu'il avait gardées du petit déjeuner. Puis il se dirigea vers le lit de Piper et lui secoua l'épaule. « Réveille-toi. » Son murmure était urgent. « Nous devons partir. Maintenant. » Piper ouvrit les yeux, groggy et confuse. « Quoi? Jace, il est 3 heures du matin. Il n'est pas celui que nous croyons. » Jace lui serra le bras. « Je l'ai entendu. Il va tuer Crane. » Piper s'assit, complètement réveillé. « De quoi tu parles? »
Je l'ai entendu dire à Sully de s'en occuper. La voix de Jace tremblait. Tu sais ce que ça veut dire. On ne peut pas rester avec quelqu'un comme ça. Piper le regarda un long moment. Le clair de lune de la fenêtre jetait une lueur argentée sur son visage, révélant les ombres d'années sans repos et des yeux bien plus vieux que 17 ans. Puis elle demanda, sa voix étrangement calme. « Où irons-nous, Jace? » Jace cligna des yeux, pris au dépourvu. « N'importe où. Retournez. Retournez où? » coupa-t-elle doucement. « Dans la rue? Un autre Drummond? Un autre Crane? Au moins, on sait à quoi on a affaire, » rétorqua Jace, bien que sa certitude se soit amenuisée. « Vraiment? » Piper repoussa la couverture et se tourna pour lui faire face. « J'ai parlé à Agnes. Je sais ce qu'il fait. Je sais qu'il n'est pas clean. Mais Jace, il ne nous a pas fait de mal. Pas une seule fois. Il ne demande rien. Il nous nourrit. Il nous laisse dormir. Il ne ferme pas les portes à clé. » Elle jeta un coup d'œil vers l'autre lit où Willa était blottie comme un chaton, ses petits doigts s'agrippant le bord de la couverture. Et Willa, sa voix s'adoucit. Elle se tient à sa porte tous les soirs. Chaque soir, elle l'a choisi avant nous. Piper regarda son frère, stable et sans ciller. Peut-être qu'elle voit quelque chose que nous ne voyons pas. Jace resta là, le sac à dos sur l'épaule, regardant Piper, regardant Beau qui dormait profondément, le lapin en peluche pressé contre sa poitrine, regardant Willa, petite, fragile et silencieuse. « Et si tu te trompais? » demanda-t-il, les mots aussi tranchants qu'une lame. « Et s'il était exactement ce que je pense qu'il est? » Piper croisa son regard. « Alors nous y ferons face ensemble, comme nous l'avons toujours fait. » Elle fit une pause. « Mais je ne fuis plus, Jace. Je suis fatigué de fuir. » Le silence emplit la pièce. Jace se tenait dans l'embrasure de la porte, le poids du sac à dos lourd sur son épaule. Tout en lui criait de fuir. Fuir comme il l'avait toujours fait. Fuir avant que quelque chose de terrible n'arrive. Mais il regarda Piper, la sœur qui les avait portés si longtemps. Et pour la première fois, il vit qu'elle ne voulait plus les porter seuls. Il regarda Beau et Willa, les frères et sœurs qu'il avait juré de protéger, dormant paisiblement pour la première fois depuis des mois. Puis il posa le sac à dos, ne dit rien, retourna au lit, s'allongea. Il n'est pas parti, mais il n'a pas dormi non plus. Il est resté là, fixant le plafond, attendant les premières lueurs de l'aube et priant pour que Piper ait raison. Le lendemain matin, Jace était assis à la table du petit déjeuner, les yeux rouges de manque de sommeil, remuant son bol de céréales sans vraiment manger. Il n'avait pas dormi du tout après sa conversation avec Piper, restant éveillé à fixer le plafond jusqu'à ce que les premières lueurs de l'aube se glissent à travers les rideaux. La télévision dans le salon était allumée. Agnes regardait les nouvelles du matin comme elle le faisait habituellement en préparant le petit déjeuner. Jace n'y prêtait pas beaucoup attention. Son esprit était encore embrouillé par les pensées de la nuit précédente, de ce qu'il avait entendu, de la décision de rester dont il n'était toujours pas sûr qu'elle soit bonne ou mauvaise. Puis il a entendu le nom. Dernière minute, le propriétaire d'une usine locale, Gerald Crane, arrêté pour des accusations fédérales. Jace a posé sa cuillère et s'est tourné brusquement vers l'écran. Il y avait Crane, menotté, conduit hors d'un bâtiment par des agents du FBI. Son visage, autrefois rouge, était maintenant pâle et paniqué. Les accusations comprenaient l'évasion fiscale, des violations du droit du travail et l'exploitation d'enfants. Les autorités ont déclaré que l'enquête avait commencé après que des documents aient été livrés au bureau du procureur général de l'État. Jace s'est immobilisé. Pas de violence, pas de s'en occuper comme il l'avait craint. Des papiers, la loi, la bonne manière. Il s'était trompé. Complètement trompé. Le reportage suivant l'a encore plus stupéfié. L'ancien coordonnateur des services de protection de l'enfance, Keith Drummond, arrêté en lien avec un réseau de trafic d'enfants. 9 enfants en 5 ans. Drummond, l'homme qui avait essayé de les prendre ce jour-là, l'homme que Reese avait payé pour les sauver. Maintenant, il était en prison, là où il devait être. Agnes s'est avancée et a éteint la télévision, son expression illisible. Assez de nouvelles. Manger. Le petit déjeuner a continué en silence, mais Jace ne pouvait pas avaler une bouchée de plus. Après que tout le monde ait fini, quand Piper a emmené Willa prendre son bain et que Beau s'est installé dans son coin habituel avec ses dessins, Jace s'est levé et s'est dirigé vers le bureau de Reese. Il s'est arrêté dans l'embrasure de la porte.
les mains profondément enfoncées dans ses poches. J'ai failli partir la nuit dernière. Reese a levé les yeux de la pile de papier devant lui. Il n'y avait aucune surprise sur son visage. Je sais, Sully t'a vu faire ton sac. Jace a cligné des yeux. Vous saviez. Et vous ne m'avez pas arrêté. Non. Pourquoi pas? Reese a posé son stylo et s'est adossé, l'étudiant avec des yeux gris qui ne laissaient rien paraître. Parce que si tu voulais partir, je ne t'aurais pas retenu. Ce n'est pas une prison. Il a fait une pause. Je te l'ai dit la première nuit. Un endroit chaud, un endroit sûr. C'est tout. Je n'ai jamais dit que c'était une cage. Les portes n'ont jamais été verrouillées, Jace. Elles ne le seront jamais. Jace a dégluti. Alors, qu'est-ce que c'est? Reese a croisé son regard sans hésitation. Un choix. Le tien. Chaque jour. Tu restes parce que tu choisis de rester, pas parce que tu y es forcé. Le silence s'est installé entre eux. Lourd mais pas hostile. Jace a finalement repris la parole, sa voix plus calme maintenant. Je pensais que vous alliez le tuer. Crane. Reese n'a pas oscillé, j'y ai pensé. Jace a attendu, incertain de ce qu'il attendait, mais le tuer aurait été facile. Reese a continué calmement. S'assurer qu'il pourrait en prison pour le reste de sa vie pendant que le monde entier sait ce qu'il a fait. C'est mieux. Ça dure plus longtemps. Jace a hoché lentement la tête. Il n'a pas dit merci. Il n'en avait pas besoin. Certaines choses vivent au-delà des mots. Il s'est tourné vers la porte, puis s'est arrêté sans se retourner. Ce soir, je dormirai dans le lit. Pas de garde. Puis il est parti. Cette nuit-là, pour la première fois depuis son entrée dans le penthouse, Jace ne s'est pas allongé sur le bord extérieur du matelas, face à la porte. Il s'est allongé entre Beau et près de Piper, laissant Beau se presser contre lui, le lapin en peluche niché sous son menton. Il a fermé les yeux et pour la première fois depuis des années, il a dormi toute la nuit sans faire de rêve. Une semaine après l'arrestation de Crane, la vie dans le penthouse avait vraiment trouvé son rythme. Jace étudiait avec son tuteur tous les jours. Il n'était plus assis les bras croisés en signe de défi, mais participait activement, demandant même des livres supplémentaires sur la guerre de sécession pour les lire le soir. Il ne restait plus debout la nuit pour monter la garde, ne dormait plus sur le bord du lit face à la porte. Piper lisait de plus en plus. Récemment, elle avait commencé à se renseigner auprès d'Agnes sur l'obtention de son diplôme d'équivalence du secondaire, pour ceux qui n'avaient pas terminé l'école de manière traditionnelle. Agnes avait trouvé les informations et avait placé une série de livres de préparation sur la table à côté d'elle, sans dire un mot. Beau avait le plus changé. Le garçon de 8 ans non seulement parlait plus, mais avait commencé à dessiner en couleur. Ses pigeons avaient maintenant des ciels bleus et des soleils jaunes au lieu de traits de crayon gris. Willa était toujours silencieuse, n'avait pas prononcé un mot, mais elle avait commencé à suivre Agnes partout comme une petite ombre. Elle s'asseyait sur un tabouret haut dans la cuisine pendant qu'Agnes cuisinait, la suivait pendant qu'elle nettoyait, et parfois même levait les bras pour être prise sans faire de bruit. Ce matin-là, Reese a mis son manteau, se préparant à partir. Je serai de retour avant le dîner. Sully reste avec vous. Ses yeux ont parcouru les enfants à la table du petit déjeuner, s'arrêtant une seconde sur Jace. Si vous avez besoin de quoi que ce soit, vous savez quoi faire. Jace a hoché la tête, le bouton de panique sous la table basse. 4 minutes. Reese est parti. Sully est descendu à l'étage du bureau. Le penthouse a retrouvé son calme familier. Agnes travaillait dans la cuisine. Piper lisait sur le canapé. Jace faisait ses devoirs. Beau dessinait à la fenêtre. Et Willa était assise à côté d'Agnes, la regardant pétrir la pâte. À 2 heures de l'après-midi, la sonnette a retenti. Agnes s'est essuyé les mains sur son tablier et est allée répondre. 2 hommes se tenaient là, en costume bon marché et froissé, les visages durs comme de la pierre. Nous sommes ici pour les enfants Hartley. Leur parrain nous envoie. Agnes s'est redressée, remplissant l'embrasure de la porte de sa silhouette petite mais inflexible. Il n'y a pas de parrain ici, partez. Le premier homme a souri, mais le sourire n'a pas atteint ses yeux. Madame, nous avons des papiers légaux. Le second homme n'a pas pris la peine de faire semblant. Il a poussé la porte et est entré, bousculant Agnes comme si elle n'était qu'un obstacle. Vous n'entrerez pas dans cette maison, a dit Agnes, sa voix ferme, bien qu'elle ait perdu l'équilibre. Bouge, vieille les femmes, a grogné le second homme. Jace a entendu le bruit depuis son coin d'étude et est sorti en courant.
Il a vu les étrangers dans ce son, a vu Agnes être poussée contre le mur. « Hé !» a-t-il crié, sa voix se brisant de peur et de fureur. Le premier homme s'est tourné vers lui avec la satisfaction d'un prédateur repérant sa proie. « Te voilà! Toi et tes petites sœurs, vous venez avec nous. Tranquillement, et personne ne sera blessé. » Agnes s'est élancée, se plaçant entre Jace et les hommes. « Vous ne toucherez pas à ces enfants. » Le second homme a perdu patience. Il l'a poussée violemment. Elle a trébuché et est tombée, sa tête heurtant le coin du mur avec un bruit écœurant. Une ligne rouge est apparue sur son front. Jace n'a pas couru. Il ne s'est pas caché. Pendant que les deux hommes regardaient encore Agnes par terre, sa main a atteint le dessous de la table basse. Il a trouvé le petit bouton, l'a pressé fort, puis il a attrapé la batte de baseball posée près de la porte, celle qu'il avait demandé à Reese d'acheter pour s'entraîner, mais qu'il avait en réalité gardée pour ce moment. Il s'est placé dans le couloir menant aux chambres où Piper avait déjà emmené Beau et Willa se cacher. « Voulez, il faudra passer par moi. » Le premier homme a ricané. « Gamin, ne rend pas les choses difficiles. » Jace a levé la batte, la posture stable. « Vous avez 4 minutes avant que des hommes très dangereux ne franchissent cette porte. Si j'étais vous, je commencerais à courir. » Les deux hommes se sont regardés, ne croyant pas qu'un garçon de 14 ans oserait les menacer. Le second s'est avancé vers Jace, les poings serrés. « Tu plaisantes. » Ding! L'ascenseur a sonné, les portes se sont ouvertes. Sully est sorti, 3 grands hommes derrière lui, les visages vides, les mains rugueuses de familiarité avec la violence. Moins de 4 minutes ne s'étaient écoulées. Les intrus ont à peine eu le temps de réagir. En quelques secondes, ils étaient au sol, les bras tordus dans le dos, le visage pressé contre le tapis. Sully s'est approché d'Agnes, l'aidant doucement à s'asseoir. Le sang coulait toujours de la coupure sur son front, mais elle l'a repoussé. « Les enfants, vérifiez les enfants. » Jace a couru vers la chambre et a trouvé Piper dans le placard, tenant fermement Beau et Willa. Le visage de Beau était blanc, tremblant, mais il ne pleurait pas. Willa était blottie contre la poitrine de Piper, les yeux fermés, son petit corps secoué de tremblements incontrôlables. Piper a levé les yeux quand elle a vu Jace, des larmes coulant sur son visage, mais sa voix était étrangement stable. « C'est bon maintenant, c'est bon, c'est fini. » Sully a appelé Reese dès que c'est arrivé. Reese était au milieu d'une réunion importante quand son téléphone a vibré. Et quand il a vu le nom de Sully sur l'écran, avec le code d'urgence qu'ils avaient établi, il s'est levé et est sorti sans un mot aux autres dans la pièce. Il a enfreint toutes les lois de la circulation sur le chemin du retour. Les feux rouges n'existaient pas. Les limitations de vitesse n'existaient pas. Il n'y avait que la route devant lui et le penthouse au bout. Quand les portes de l'ascenseur se sont ouvertes, la première chose qu'il a vue fut Agnes, assise sur le canapé avec un bandage blanc sur le front, versant calmement du thé comme si c'était un après-midi ordinaire. « Agnes, dit-il, la tension vive dans sa voix, je vais bien. Juste une égratignure. Du thé, répondit-elle sans lever les yeux, versant de l'eau chaude dans la théière, comme si elle n'avait pas été poussée par un homme 2 fois plus grand qu'elle et ne s'était pas cogné la tête contre un mur. Reese a balayé la pièce du regard, évaluant la situation. Sully était au téléphone dans un coin, organisant probablement l'élimination des 2 intrus. Piper se tenait dans la cuisine, les mains tremblantes alors qu'elle essayait de verser de l'eau pour ses frères et ses sœurs. Beau était assis dans son coin habituel, mais au lieu de dessiner, il tenait son lapin en peluche et fixait le vide. Et Jace. Jace se tenait près de la fenêtre, regardant la ville, la batte de baseball toujours à la main. Il ne l'avait pas lâché. Ses doigts étaient serrés autour du manche comme si le relâcher ferait tout s'effondrer. Reese s'est approché de lui et est resté là un moment en silence. Tous deux regardant la ville en contrebas. « Tu n'as pas fui, » dit-il doucement. Jace ne s'est pas retourné. « Vous avez dit que c'était un choix, j'ai choisi. » Puis Reese a repris la parole, sa voix différente maintenant, plus douce, plus sincère que Jace ne l'avait jamais entendue. « Tu as bien fait. » Jace s'est immobilisé. Il s'est retourné, fixant Reese comme s'il avait mal entendu. « Quoi? Tu as bien fait, » a répété Reese, croisant son regard. « Tu les as protégés. Tu as appuyé sur le bouton. Tu as gagné du temps. Tu as bien fait. » Jace ne pouvait pas parler. Personne ne lui avait jamais dit ça avant. Pas « pousse-toi »,
Pas tu es inutile. Pas laisse les adultes s'en occuper. Mais tu as bien fait. Ses yeux le brûlaient légèrement, mais il n'a pas pleuré. Il a seulement hoché la tête et resserré sa prise sur la batte une dernière seconde, puis s'est retourné vers la fenêtre. Reese a compris. Il n'a pas insisté. Il a laissé à Jace son espace et est allé voir les autres. Willa était toujours dans le placard de la chambre. Elle refusait de sortir. Piper était agenouillé devant la porte du placard, sa voix aussi douce que possible. Willa sort. C'est sûr maintenant. C'est fini. Aucune réponse. Beau a essayé ensuite, sa voix de 8 ans tremblante mais déterminée. Willa, je suis là. Sors. Willa s'est recroquevillée encore plus dans le coin du placard, les bras enroulés autour de ses genoux, les yeux fermés. Agnes a apporté une tasse de lait chaud et l'a posée à côté de la porte. Du lait chaud, ma chérie. Celui avec du miel que tu aimes. Willa n'a pas regardé, n'a pas bougé. C'était comme si elle s'était retirée dans le cocon qu'elle avait à peine commencé à quitter ces dernières semaines. Reese s'est avancé et a fait signe aux autres de lui laisser de l'espace. Il s'est assis par terre à côté du placard, le dos contre le mur. Il n'a pas ouvert la porte, n'a pas essayé de la faire sortir. Il a simplement posé sa main doucement contre la porte en bois et a dit « Je suis là. Je ne vais nulle part quand tu seras prête. » Pas de pression, pas de force, juste de l'attente. 5 minutes passèrent, 10. Les autres sont progressivement retournés à de petites tâches, laissant de l'espace à Reese et Willa. Piper a fait du thé pour Agnes. Jace a finalement posé la batte de baseball. Beau a repris son crayon et a recommencé à dessiner, sa main encore légèrement instable. Reese est resté assis, sa main reposant sur la porte du placard, en silence. Puis la porte s'est ouverte d'une fente, juste une ligne étroite. Une petite main est sortie de l'obscurité, des doigts petits et cherchant dans l'air. Reese a levé sa main et l'a laissée là, attendant. Les petits doigts ont trouvé son pouce, l'ont entouré, l'ont serré fort. Willa est sortie lentement du placard comme un petit animal effrayé, testant si le monde extérieur était sûr. Puis elle a grimpé sur les genoux de Reese et s'est blottie contre lui, son visage pressé contre sa poitrine, toujours silencieuse, mais elle était sortie. Reese est resté assis là avec elle dans ses bras, silencieux. Une main reposait doucement sur son dos, se déplaçant en cercle lent et régulier. Jace observait depuis la fenêtre. Piper observait depuis la cuisine, tenant une tasse de thé refroidi depuis longtemps. Beau observait depuis son coin, le crayon en suspens au-dessus de la page. Agnès les observait tous, une main pressée contre sa poitrine, comme pour calmer son propre cœur. Personne n'a parlé. Il y a des moments qui dépassent le langage. 2 semaines après l'effraction, il se tenait dans le couloir du tribunal de la famille, attendant l'audience qui déciderait de l'avenir de tous les 5. Monica Vale, l'avocate de Reese, une femme de 45 ans aux cheveux argentés, coupés courts et aux yeux vifs qui ne manquaient rien, les a rencontrés dans le couloir pour les dernières instructions. « Nous avons un dossier solide, dit-elle, sa voix confiante, mais pas négligente. L'incident d'il y a 2 semaines nous aide, en fait. Il montre que vous pouvez les protéger. » Elle regarda Reese puis les 4 enfants debout à côté de lui. « Mais le juge posera des questions. Soyez honnête, soyez calme. » Reese hocha la tête, son expression aussi illisible que jamais. Les 4 enfants se tenaient en ligne à côté de lui, habillés plus proprement qu'ils ne l'avaient jamais été. Jace portait une chemise blanche boutonnée jusqu'au col, clairement mal à l'aise dans ses vêtements formels, tirant sur le tissu comme s'il l'étouffait. Piper portait une robe bleu marine qu'Agnes avait choisie, ses cheveux brossés en un chignon bas, paraissant plus âgé que 17 ans, et pourtant d'une certaine manière plus jeune qu'à son habitude. Beau tenait son lapin en peluche, fraîchement raccommodé par Agnes, avec un nœud rouge vif qui le rendait presque distingué. Et Willa, la plus petite, dans une robe blanche bordée de dentelle, agrippant la main de Piper comme si la lâcher pouvait la faire disparaître. Ils sont entrés dans la salle d'audience. Elle n'était pas grande, le plafond était bas, la lumière fluorescente jetait une lueur froide sur tout. Le juge était une femme d'âge mûr aux cheveux poivre, et sel et aux lunettes et montures noires. Elle les observait d'un regard illisible alors qu'ils prenaient place. Monica a commencé à présenter le dossier. Le parcours professionnel légitime de Reese, les entreprises qu'il possédait officiellement, les impôts qu'il avait payés en totalité.
Des lettres de voisins de l'immeuble attestant de son caractère. Des rapports de l'école et des médecins montrant que les enfants étaient bien soignés, en bonne santé et commençaient à se rétablir. Et surtout, le rapport de police de l'effraction, détaillant les mesures de sécurité que Reese avait installées. La façon dont le garçon de 14 ans avait utilisé le bouton de panique au bon moment. La façon dont l'équipe de Reese avait répondu en moins de 4 minutes et maîtrisé les intrus sans causer de blessures graves. Les deux hommes avaient témoigné qu'ils avaient été engagés par Crane pour récupérer les enfants, ignorant que Crane avait déjà été arrêté et attendait son procès pour de multiples accusations graves. Le juge a tout écouté, hochant la tête de temps en temps, prenant des notes. Puis elle a levé les yeux, son regard se posant sur Reese. « Monsieur Calder, qu'est-ce qui vous qualifie pour élever 4 enfants? » Reese se tenait droit dans son costume noir, mais sans l'arrogance ou l'étalage de pouvoir qu'il portait dans son autre monde. « Rien, votre honneur. » La salle d'audience s'est immobilisée. Monica a légèrement froncé les sourcils. Ce n'était pas la réponse qu'elle lui avait préparée. « Je ne suis pas un père, » continua Reese, sa voix calme mais sincère. « Je n'ai jamais prévu d'en être un. Je ne sais pas comment tresser les cheveux d'une petite fille. Je ne sais pas comment aider aux devoirs. Je ne sais rien faire de tout ça. » Il fit une pause. « Mais j'apprends tous les jours. J'apprends et je ne vais nulle part. Si le tribunal le permet, je serai là aussi longtemps qu'ils auront besoin de moi. » Le juge l'étudia un long moment, puis se tourna vers les enfants. « Je veux vous entendre. Que voulez-vous? » Monica commença à parler, peut-être pour demander la permission de répondre en leur nom, mais Jace était déjà debout. Personne ne lui avait dit de se lever. Personne ne lui avait fait signe. Il se leva de lui-même, le dos droit, les yeux fixés sur le juge. Nous voulons rester avec lui. Piper se leva ensuite, sa main reposant légèrement sur l'épaule de Willa, pour que la petite fille sache qu'elle était toujours là. C'est la première personne qui n'a rien voulu de nous. Juste nous. Beau se leva également, serrant son lapin contre sa poitrine, et pour la première fois de sa vie, le garçon de 8 ans parla devant un étranger, sa voix petite mais claire. En sécurité. Nous nous sentons en sécurité. Willa ne parla pas. Elle ne le pouvait toujours pas. Mais elle lâcha la main de Piper et marcha à petits pas dans l'allée entre les bancs jusqu'à l'endroit où se tenait Reese. Elle leva les yeux vers lui. « Aidez-moi. Josh, donc. » Et puis leva sa petite main et l'enroula autour de son doigt, de la même manière qu'elle l'avait fait sur le trottoir gelé ce jour-là. Le silence emplit la salle d'audience. Le juge a regardé cela pendant un long moment. Une fillette de 3 ans, qui n'avait pas dit un mot, traversant la pièce pour choisir l'homme qu'elle voulait comme père. Le marteau frappa. La garde légale complète est accordée à Reese Calder. Pas temporaire, permanente. Piper n'a pas pleuré. Elle a simplement fermé les yeux et a laissé échapper un long soupir, comme si elle l'avait retenu pendant des mois. Jace hocha la tête une fois, comme s'il cochait un élément d'une longue liste de responsabilités qu'il avait portées. Beau sourit, le premier vrai sourire depuis son entrée dans le penthouse, le sourire d'un enfant de 8 ans, enfin autorisé à avoir 8 ans. Willa tenait toujours la main de Reese. Elle ne la lâcha pas. Monica se tourna vers Reese alors qu'il sortait de la salle d'audience, un rare sourire touchant son visage sérieux. « Félicitations! Vous êtes officiellement le père de 4 enfants. » Reese baissa les yeux sur Willa qui tenait sa main, puis sur Beau qui souriait, Piper qui expirait, Jace qui hochait de la tête. « Oui, dit-il, sa voix plus douce, plus chaude qu'auparavant. « Je suppose que oui. » Sur le chemin du retour, l'escalade noire se déplaçait en douceur dans les rues familières, en silence. Mais ce n'était pas le silence tendu de la première fois où ils s'étaient assis dans ce véhicule. 4 enfants blottis les uns contre les autres, effrayés et incertains de leur destination. C'était le silence de personnes qui n'avaient plus besoin de mots pour se comprendre. Jace s'appuyait contre la portière, regardant la ville défiler derrière la vitre, mais il ne cherchait plus une issue de secours. Piper était assise au milieu avec Willa sur ses genoux, une main reposant légèrement sur l'épaule de Beau à côté d'elle. Beau tenait son lapin en peluche avec le nouveau nœud rouge, le touchant de temps en temps comme pour s'assurer qu'il était toujours là. Reese était assis à l'avant, à côté de Sully au volant, jetant de temps en temps un coup d'œil dans le rétroviseur pour voir les 4 enfants, ses enfants maintenant, assis tranquillement derrière lui. L'ascenseur les a emmenés jusqu'au 47e étage et s'est ouvert avec le digne familier. Jace est sorti le premier comme toujours,
mais il s'est arrêté sur le seuil du penthouse, regardant à l'intérieur. Piper s'est approché de lui, les sourcils froncés. Qu'est-ce qu'il y a? Rien, dit Jace, sa voix étrange, douce d'une manière qu'il se permettait rarement. C'est juste différent de revenir cette fois. Différent comment? Demanda Piper. Jace ne répondit pas. Il entra simplement. Et pour la première fois depuis qu'il était arrivé ici, il ne vérifia pas les sorties, ne mesura pas la pièce, ne chercha pas quelque chose qu'il pourrait utiliser comme arme. Il entra simplement, comme s'il rentrait à la maison. Agnes était dans la cuisine. Le bandage avait disparu de son front. Seule une petite ecchymose s'estompait en guérissant. Elle les regarda avec son visage sévère habituel. « Vous êtes en retard. La nourriture a refroidi. Asseyez-vous. » Comme si rien de spécial ne s'était passé. Comme si aujourd'hui était un jour ordinaire, et non le jour où le tribunal avait officiellement accordé la garde à Reese. Mais sur la table de la salle à manger, à côté des assiettes de nourriture fumante, il y avait un gâteau au chocolat, des bougies posées dessus, pas encore allumées. Est écrit en glaçage blanc inégal et tordu mais clair, il y avait les mots « Bienvenue à la maison ». Beau reconnut l'écriture familière, ses yeux s'illuminant. « Agnes, c'est toi qui as écrit ça? » Agnes se détourna, posant d'autres assiettes sur la table. « Mon écriture est terrible. Mangez. » Le dîner commença, mais personne ne resta vraiment assis. Reese entra dans la cuisine et se tint à côté d'Agnes alors qu'elle terminait une salade. « Je veux aider. » Agnes lui lança un regard sceptique. « Tu ne sais pas cuisiner, alors apprends-moi. » Agnes le regarda un long moment, pesant son sérieux. Puis elle lui mit un couteau et une pomme de terre dans les mains. « Épluche-la. Ne te coupe pas. Je ne suis pas infirmière. » Boo apparut à l'entrée de la cuisine, son lapin en peluche soigneusement placé sur une chaise. « Je peux aider aussi? » Agnes tendit au garçon une cuillère en bois et montra la marmite de soupe qui mijotait sur le feu. Remue. N'arrête pas. Jace passa devant la porte, vit la scène et s'arrêta. « Vous avez besoin d'une autre personne? » Agnes montra l'évier plein de vaisselle. « Fais la vaisselle. » Piper apparut derrière Jace. « Je peux débarrasser la table. » Agnes hocha la tête. Et c'est ainsi que toute la famille s'est mise à travailler ensemble dans la cuisine. Une conversation douce, le cliquetis des casseroles, le bruit de l'eau qui coule, et le petit rire de Beau quand Reese éplucha si mal la pomme de terre qu'Agnes dut soupirer. Willa n'est pas allée dans la cuisine. Elle était assise à sa place habituelle près de la vitre du balcon, sur la petite chaise qu'Agnes avait installée la première semaine. Dehors, le pigeon familier était perché sur la balustrade, roucoulant au coucher du soleil. Willa le regardait. Piper se tourna, sur le point d'appeler sa sœur pour le dîner, puis elle s'arrêta. Willa regardait l'oiseau. Le regardait vraiment. Pas le regard vide qui traversait tout, mais un regard concentré, présent. Sa tête était penchée alors que le pigeon sautillait le long de la balustrade de gauche à droite. Piper attrapa la manche de Reese et tira doucement. Il se tourna et la vit pointer du doigt Willa. Il suivit son regard et tous deux regardèrent en silence. Willa leva la main, sa petite paume pressée contre la vitre froide. Sa bouche s'ouvrit. Aucun son. Pas encore. Mais il y avait une forme, arrondie, presque un mot. Piper retint son souffle, sa main se resserrant sur le bras de Reese. Agnes s'arrêta, la louche en suspens au-dessus de la soupe, ses yeux fixés sur la fillette de 3 ans près de la fenêtre. Beau arrêta de remuer. Jace se tourna depuis l'évier. Toute la cuisine devint silencieuse. Tous les yeux étaient tournés vers Willa. Personne ne bougeait, personne ne respirait. La cuisine se figea dans ce moment, comme si le temps lui-même s'était arrêté, attendant quelque chose sur le point de se produire. Willa était toujours assise près de la porte vitrée, sa petite main pressée contre la surface froide. Ses yeux étaient fixés sur le pigeon perché sur la balustrade à l'extérieur. L'oiseau pencha la tête et la regarda à travers la vitre, comme s'il attendait, comme s'il l'invitait. Les lèvres de Willa bougèrent légèrement, de manière presque imperceptible. Mais Piper le vit. Reese le vit. Toute la pièce le vit. Oh! Le premier son s'échappa, si petit qu'il était presque inexistant. Comme un souffle qui prend forme. Comme une âme essayant de retrouver son chemin après s'être cachée dans un endroit lointain pendant 8 mois. Piper porta la main à sa bouche, les yeux écarquillés, osant à peine croire ce qu'elle avait entendu. « Oui. »
La deuxième fois, plus fort, plus clair. Willa pressa sa main plus fort contre la vitre, comme pour atteindre l'oiseau, pour atteindre le monde extérieur, pour atteindre la vie dont elle s'était enfermée le jour de la mort de sa mère. Le pigeon sautilla plus près le long de la balustrade, la tête penchée avec une curiosité tranquille. Oiseau. Le mot entra dans la pièce comme la lumière entre quand on tire les rideaux après une longue nuit sombre. Pas avec une explosion, pas avec un cri. Il est simplement arrivé. Silencieux, réel et irrésistible. 8 mois de silence. 8 mois sans un seul mot. 8 mois pendant lesquels une fillette de 3 ans avait enfermé sa voix, avec le souvenir du jour où sa mère avait quitté ce monde. Et maintenant, ce silence se brisait avec un simple mot à propos d'un oiseau. Oiseau, Willa le dit à nouveau, comme pour vérifier si le mot était réel, comme si elle réapprenait à parler après un trop long silence. Elle se détourna de la fenêtre et regarda dans la pièce, et pour la première fois en 8 mois, ses yeux étaient présents. Ils ne regardaient plus à travers tout, vers le néant. Ils n'étaient plus perdus dans un endroit lointain que personne ne pouvait atteindre. Elle était là, vraiment là, revenue d'où qu'elle se soit cachée. Son regard trouva Reese. Elle se leva et marcha vers lui sur de petites jambes instables, traversant le salon pas à pas. Un pas, puis un autre, jusqu'à ce qu'elle se tienne devant lui et lève les yeux avec de grands yeux clairs. Elle tendit la main et enroula ses petits doigts autour des siens, comme elle l'avait fait sur le trottoir gelé ce premier jour. Elle leva les yeux vers lui et ouvrit la bouche. Oiseau! Et son visage fit quelque chose qu'il n'avait pas fait depuis le jour de la mort de sa mère. Elle sourit. Reese tomba à genoux, non pas parce que ses jambes l'avaient noché, mais parce que quelque chose dans sa poitrine l'avait fait. Quelque chose s'est brisé. Quelque chose qui l'avait scellé pendant 24 ans, depuis le jour où ils avaient mis Sadie dans cette voiture, et où il était resté là, à 13 ans, criant et impuissant. Il avait construit des murs autour de cette blessure, l'avait enfouie sous des couches de cruauté, de contrôle et de pouvoir. Il croyait que s'il ne l'ouvrait plus jamais, elle cesserait de faire mal. Mais maintenant, en regardant cette fillette de 3 ans lui tenir la main, sourire et prononcer son premier mot après 8 mois de silence, le mur s'est effondré. Et ce qui s'est déversé n'était pas de la douleur. C'était ce qui vient après la douleur. La chose que l'on trouve quand on a porté le chagrin assez longtemps et que quelqu'un vous dit que vous pouvez enfin le déposer. Willa leva la main et toucha sa joue, touchant l'humidité qu'il n'avait pas réalisé être présente. Oiseau, dit-elle à nouveau, comme si elle lui apprenait le mot, comme si elle partageait avec lui la découverte la plus miraculeuse qu'elle ait faite. Jace se tenait à l'entrée de la cuisine, la louche toujours à la main, oublié depuis longtemps. Ses yeux étaient humides, mais il ne les essuya pas. Il n'avait plus besoin de se cacher. Piper pleurait silencieusement, une main couvrant sa bouche pour retenir un sanglot, l'autre agrippant le cadre de la porte comme si elle allait tomber. Beau murmura, sa voix tremblante d'émerveillement. Elle l'a dit. Willa l'a dit. Agnes éteignit le feu avec un mouvement lent et délibéré, comme dans un rêve. Puis elle resta là, une main pressée contre sa poitrine comme pour calmer son cœur. Ses yeux étaient humides, mais elle souriait, le premier vrai sourire depuis le jour de la mort de sa propre fille, il y a de nombreuses années. Sully se tenait dans un coin. Personne ne savait quand il était entré. Il tourna son visage vers la fenêtre, mais ses épaules tremblaient. Un homme bâti comme un réfrigérateur, qui avait vu trop de choses terribles dans sa vie, essayait de cacher le fait qu'il pleurait parce qu'une fillette de 3 ans avait dit le mot « oiseau ». Personne ne parla. Personne n'en avait besoin. Certains moments ne nécessitent pas de langage. Ils ne nécessitent que des témoins. Et ils étaient tous là. Témoins d'une petite fille retrouvant sa voix au 47e étage d'un penthouse, dans une famille qu'aucun d'entre eux ne s'était jamais attendu à avoir. Oiseau, dit Willa une fois de plus, et elle rit. Et ce rire, le premier en 8 mois, remplit la pièce comme la lumière du soleil remplit une maison qui a été fermée trop longtemps. 1 an plus tard, le penthouse du 47e étage ne ressemblait plus à la maison d'un homme qui vivait seul. Les dessins de Beau couvraient les portes du réfrigérateur. Des peintures vives de pigeons, de ciel et de famille. Ce n'étaient plus des croquis au crayon gris comme au premier jour. Sur le balcon, un petit pigeonnier abritait maintenant 2 pigeons que Beau avait nommés Poivre et Sel, et ils roucoulaient chaque matin comme des réveils vivants.
Les livres de Piper avaient envahi toutes les étagères de la bibliothèque. Elle avait obtenu son diplôme d'équivalence et postulait à l'université, rêvant de devenir professeur de littérature. Le ballon de basket de Jace reposait près de la porte d'entrée et des piles de livres d'histoire encombraient son bureau. Les jouets de Willa étaient partout, sous le canapé, sur les tables, dans la cuisine. Et personne ne se plaignait, car personne ne voulait plus que cette maison soit parfaitement immaculée. Elle avait l'air habitée parce qu'elle l'était. Jace ne restait plus debout la nuit pour monter la garde. Il apprenait à conduire avec Sully chaque week-end, et Sully disait qu'il était le pire élève qu'il ait jamais eu, mais il se présentait quand même avec patience chaque semaine. Jace lisait toujours de l'histoire le soir. Mais maintenant, c'était parce qu'il le voulait, pas parce qu'il ne pouvait pas dormir. Piper a dit un soir à Reese que sa bibliothèque avait besoin de plus de poésie. Et la semaine suivante, une toute nouvelle étagère de poésie est apparue. Elle n'a pas dit merci. Elle a simplement souri et a choisi un livre à lire. Beau parlait en phrases complètes aux personnes qu'il choisissait. Reese était sur cette liste. Agnes était sur cette liste. Il faisait du bénévolat au refuge pour animaux chaque week-end parce que, comme il l'expliquait, les animaux ne jugent pas. Soit ils vous aiment, soit ils ne vous aiment pas. Et Willa, maintenant âgé de 4 ans, avait 47 mots dans son vocabulaire qu'Agnès comptait soigneusement. Oiseau était toujours son préféré. Papa était le deuxième. Un matin, Agnès se tenait à l'entrée de la cuisine et regardait toute la famille réunie autour de la table. Piper se disputait avec Jace à propos d'un roman, sa voix animée et ses yeux brillants. Beau nourrissait patiemment Willa et essuyait la sauce de la joue de sa petite sœur avec la tendresse d'un grand frère protecteur. Reese tentait de retourner des crêpes dans la poêle. Toujours pas très doué après un an, mais il essayait chaque jour. Les yeux d'Agnès se sont remplis de larmes. Elle les a essuyés rapidement avec le coin de son tablier avant que quelqu'un ne le remarque. Mais Piper l'a remarqué. « Agnès, ça va? » Agnès est restée silencieuse un moment, regardant autour de la cuisine bruyante et désordonnée, remplie de rires et de débats. Ma fille Martha aurait eu 32 ans cette année. Le silence s'est installé dans la cuisine. Je pense qu'elle aurait aimé ça. Vous tous, le bruit, le désordre. Elle a regardé autour d'elle et a souri à travers ses larmes. Cette famille, personne n'a parlé. Piper s'est levé et est allé vers elle, l'enlaçant. Puis Beau a couru et l'a serré par la taille. Puis Willa a trottiné et lui a serré la jambe, levant les yeux et disant « Anjessé ». Jace ne l'a pas enlacé, mais il lui a fait un signe de tête de l'autre côté de la table. Un signe de tête lourd de sens, et pour lui, c'était suffisant. Le dimanche matin suivant, Reese a préparé le petit déjeuner. Rien n'a brûlé. Piper lui avait appris après de nombreux échecs embarrassants. Après des crêpes noires comme du charbon et des œufs durs comme du caoutchouc. Willa était assise dans sa chaise haute, les jambes se balançant, le regardant cuisiner avec de grands yeux. « Papa. » Reese s'est arrêté, a posé la spatule, s'est tourné vers elle. « Oui, ma chérie, la crêpe est presque prête. » Piper se tenait à l'entrée de la cuisine, les regardant. Quand Reese s'est avancée devant elle pour prendre des assiettes, elle a posé brièvement sa main sur son dos, la laissant là un instant avant de la retirer. Un petit geste, un merci sans mots. Cette nuit-là, après que les enfants se soient endormis, Reese et Piper se tenaient sur le balcon, regardant les lumières de la ville en contrebas. « Elle t'a encore appelé papa aujourd'hui, » a dit Piper. « J'ai entendu. Qu'est-ce que ça fait? » Reese est resté silencieux un moment, contemplant les lumières lointaines, comme quelque chose que je ne mérite pas. Piper s'est tourné vers lui, son regard stable. « Si tu le mérites, tu nous as gardés, tu nous as nourris, tu t'es battu pour nous. Tu es resté debout toute la nuit avec un garçon qui voulait te détester. Tu as laissé une fillette de 3 ans tenir ton doigt sur un trottoir gelé et tu ne t'es pas retiré. Ce n'était pas une transaction, Reese. C'était un choix. Chaque jour, le silence a persisté entre eux. Je n'ai jamais retrouvé Sadie, dit doucement Reese. Je sais. 24 ans, rien. Mais tu nous as trouvés. Piper lui a pris la main. Pas trouvé. Tu t'es arrêté à un coin de rue par une journée froide quand tout le monde continuait sa route. Ce n'était pas une recherche, c'était un choix. Et tu nous as choisis chaque jour depuis. À l'intérieur du penthouse, Willa s'est réveillée.
Elle est entrée dans le salon et a vu Reese et Piper debout sur le balcon à travers la vitre. Elle n'est pas sortie. Elle est simplement restée là, à la fenêtre, et les a regardés. Puis elle a commencé à chanter. La chanson que sa mère lui avait apprise. Sa voix petite, claire et courageuse. Reese l'a entendue. Il a fermé les yeux, écoutant une petite fille qui avait été silencieuse pendant 8 mois chanter la chanson que sa mère lui avait apprise. Dans une maison qu'un étranger avait construite, 47 étages au-dessus d'un monde qui avait essayé de la briser et qui avait échoué. Piper a appuyé sa tête contre l'épaule de Reese. Ils sont restés là, écoutant Willa chanter. La ville scintillait en contrebas et c'était suffisant. Plus que suffisant. Cette histoire nous rappelle que la famille n'est pas toujours composée des personnes qui partagent notre sang. Parfois, la famille, ce sont les personnes qui choisissent de se tenir à nos côtés dans nos jours les plus sombres. Que la guérison ne vienne pas de l'oubli du passé, mais de la rencontre avec ceux qui sont prêts à avancer avec nous. Qu'un seul acte de gentillesse, un seul moment où l'on s'arrête alors que le monde entier continue sa route, peut changer toute une vie. Si cette histoire a touché votre cœur, veuillez appuyer sur le bouton d'abonnement et activer les notifications pour ne pas manquer nos prochaines vidéos. Partagez cette vidéo avec ceux que vous aimez, car parfois, la bonne histoire au bon moment peut éclairer une journée sombre. Qu'avez-vous ressenti en écoutant cette histoire? Vous a-t-elle fait penser à quelqu'un dans votre propre vie? Y a-t-il eu un moment qui vous a mis les larmes aux yeux? Laissez un commentaire ci-dessous. Nous lisons chacun d'entre eux et voulons vraiment savoir ce qu'il y a dans votre cœur. Merci d'être resté avec nous jusqu'à la toute fin. Nous vous souhaitons à tous une bonne santé, une vie joyeuse et la paix chaque jour. Au revoir et à la prochaine vidéo.